Les mouvements dénommés Alliance pour le changement au Cameroun et l'Alliance pour une transition politique au Cameroun reçoivent le veto de Paul Atanga-Ndji en début de semaine, selon le ministre de l'administration territoriale. Ces mouvements sont illégaux et donc clandestins. Il interdit toute activité relevant de ces mouvements-là sur l'ensemble du territoire national. Les coordonnateurs des 10 mouvements mis à l'index disent niet. Et pendant ce temps, les employés de la SICAM font grève. Ils réclament plus d'1 an de salaire impayé. Avant, la cotonnière industrielle du Cameroun était l'un des fleurons de l'économie camerounaise. En dépit des frustrations exprimées tant sur le climat économique et politique au Cameroun, eh bien, le Cameroun vient d'être classé parmi les pays les plus heureux d'Afrique, selon l'ONG américaine Sapien Labs. Mesdames, Messieurs, bonjour. Madame, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Vous recevez la rétro, le rendez-vous des faits marquants de la semaine. Bienvenue. L'invité de cette semaine est cadre au PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Elle est par ailleurs experte en négociation, en médiation et en règlement des conflits. Arlette Ndjong-Poupa, bonjour et bienvenue sur le plateau de la rétro. Bonjour Monique, bonjour bien sûr à vos millions de téléspectateurs, c'est toujours un plaisir. C'est la première sur la rétro, donc j'espère que ce sera à la hauteur. Si vous n'aviez pas été à la hauteur sur d'autres plateaux et dans votre vécu quotidien en tant que militante engagée, vous n'auriez pas réussi le tamis fin de cette émission. Alors, l'actualité politique de ces derniers jours reste marquée par cette sortie du ministre Paul Atanga-Ndji qui interdit les mouvements APC et ATP. Selon lui, ce ne sont pas des partis politiques au sens de la loi numéro 90/56 du 19 décembre 1990 relative aux partis politiques au Cameroun. Alors, Alette, pour vous, c'est un coup de massue ou tout de même vous attendiez que le régulateur de l'activité politique au Cameroun fasse une incursion dans l'activité de l'opposition de quelque manière que ce soit? En réalité, le ministre de l'administration territoriale reste constant dans sa volonté de toujours ostraciser et violer constamment les règles de la République. En réalité, là, il fait une sortie pour dénoncer des cadres de concertation parce que lorsque on parle de l'Alliance pour la transition politique, on parle essentiellement d'un cadre de concertation où nous invitons tous les acteurs politiques camerounais à venir s'asseoir pour discuter, pour penser le Cameroun qu'on veut voir évoluer. Et donc, vouloir empêcher un cadre de concertation, en réalité, il n'y a aucune disposition légale au Cameroun qui empêche des gens de se réunir dans un cadre et de leur donner une appellation. Donc, c'est une fois de plus l'une de ces nombreuses violations. Vous savez très bien que le ministre de l'administration territoriale n'est pas à son premier coup. Nous, au PCRN, on a été victimes de ces agissements. Vous savez très bien que le congrès du PCRN prévu en décembre a bien été annulé sur des raisons assez farfelues. Nous avons vu pendant ces événements, le ministre de l'administration territoriale envoyer pratiquement des avocats dans des problèmes soi-disant internes, alors qu'il s'agit effectivement des problèmes qu'il a créés. Et on ne peut pas citer le nombre de fois où il a tenté d'empêcher l'honorable Cabral Libye de faire de la politique au Cameroun. Il reste constant dans sa volonté d'empêcher aujourd'hui
les politiciens en fait de s'exprimer. Mais Monique, restez serein, les Camerounais qui nous regardent ce jour, restez sereins. Nous restons sereins, nous restons dans la continuité du travail que nous avons à faire parce que construire le Cameroun, ça nécessite beaucoup de temps, ça nécessite beaucoup de force et nous n'avons pas de place pour la distraction parce qu'il demeure une distraction. Alors, est-ce que vous comprenez qu'il convoque la loi 90/56 du 19 décembre 1990 relative aux partis politiques de l'opposition pour interdire ces mouvements qui sont naissants? Alors, c'est encore soulever la loi de 90 qui octroie la création d'associations, la création des partis politiques. C'est un peu une sorte de blague parce que c'est comme si on empêchait justement des partis politiques légalement constitués de s'asseoir et de créer un cadre de concertation. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens d'avoir des partis politiques qui sont légalisés et qui veulent s'asseoir, discuter, échanger et créer cette plateforme-là et dire aujourd'hui que, en fait, on n'est pas capable de s'asseoir ensemble. Pour un ministre de l'administration territoriale, je suis assez surpris par ces dérives, mais en réalité sans l'être véritablement parce qu'il est toujours constant dans sa démarche de déstabilisation, de tentative de déstabilisation parce qu'en réalité, nous sommes conscients et nous savons que dans les prochains jours, ça va pas nous rater. En réalité, nous connaissant très bien le personnage, on est certain qu'il va essayer une fois de plus d'utiliser la force de la loi pour essayer, même pas la force de la loi, mais la force de l'administration, pour essayer d'empêcher les acteurs politiques de se mettre ensemble. Une fois de plus, c'est cette façon de faire la politique, cette façon de voir le Cameroun que nous voulons bannir. Cette façon qu'on a d'avoir des acteurs, des administrateurs qui ne se rendent même plus compte de leur rôle et qui outrepassent leur rôle au quotidien pour essayer, pour tenter d'abuser, d'écraser et de détruire des Camerounais. Et c'est justement ce type de comportement qui justifie pourquoi aujourd'hui nous pensons à une transition pour le Cameroun. Une transition pour le Cameroun, les plateformes qui sont en train de se créer, l'APC et l'ATP, il a ordonné aux gouverneurs des régions, aux préfets, à tous les administrateurs d'être vent debout pour vous empêcher toute cette plateforme-là à se mouvoir sur l'ensemble du territoire national. Avant de poursuivre avec vous, Arlette, nous allons, dans les prochains reportages, écouter la réaction des dirigeants de ces plateformes de réflexion, de concertation, de partis politiques en vue de l'alternance pour certains et de la transition politique pour d'autres. Des prochains reportages portent la plume de Michael Tikio et de Françoise. Pour le député Jean-Michel Nintieu de l'Alliance politique pour le changement, comme pour Olivier Billet de l'Alliance pour une transition politique au Cameroun, la mise en garde du ministre de l'administration territoriale le 12 mars dernier est un non-événement. C'est quand même extraordinaire que un ministre fasse une telle sortie alors que moi je parle de la paix. Nous considérons être dans notre bon droit. Nous sommes des responsables politiques qui chacun gère une organisation qui a été légalement constituée au Cameroun et qui opère sur la terre du Cameroun en toute légalité. Nous sommes des enfants du Cameroun soucieux du destin des Camerounais qui souffrent dans les crises multiformes que chacun connaît. Dans ce communiqué de presse, Paul Atangandi souligne le caractère illégal de ces associations, lesquelles ne peuvent mener aucune activité politique sur toute l'étendue du territoire national. Les mises en cause convoquent l'histoire. Ce type de regroupement se sont toujours constitués au Cameroun depuis le retour au multipartisme en 90. De la coordination, en passant par l'Union pour le changement, la CNS, le Front des Alliés pour le changement, ainsi de suite, et pour ne pas oublier le G20. Nous n'inventons rien aujourd'hui. Il y a eu des tentatives de mise en commun des forces en 2004, il y en a eu en 2018, il y a même au sein de ce qu'on appelle la majorité présidentielle, un certain nombre d'organisations. On entend même ces derniers temps de nombreux groupuscules d'acteurs autour du franquisme, par exemple.
Ces leaders politiques disent ne pas être concernés par les 5 points contenus dans ce communiqué de presse. Ils entendent de ce fait poursuivre avec leurs activités jusqu'à la présidentielle de 2025. L'Alliance pour une transition politique au Cameroun propose et promeut est quelque chose de totalement inarrêtable. Nous allons poursuivre sereinement nos activités. C'est un regroupement qui a un objectif précis, c'est-à-dire que faire gagner notre champion, Maurice Kamto, en 2025. Le ministre de l'administration territoriale termine son communiqué en signalant que toute tentative d'organiser une quelconque activité sous les appellations de ces mouvements ou toute autre dénomination de même type en création sera désormais considérée comme un casus belli. Commençons par dire que les alliances politiques ont permis de consolider les forces politiques en regroupant des partis aux intérêts communs. Ces regroupements stratégiques ont parfois conduit à des victoires électorales qu'on peut qualifier de significatives. L'exemple de l'Union pour le changement de 1992 reste le plus cité à ce jour. Revenons à l'attitude du pouvoir face à ces projets de coalition ou d'alliance et remarquons que le gouvernement a souvent adopté une approche ambivalente à l'égard des alliances politico-électorales, naviguant entre pragmatisme politique et méfiance stratégique. D'une part, le gouvernement a parfois toléré, voire encouragé certaines alliances politiques, notamment celles qui contribuent à diviser l'opposition et à renforcer la position dominante du parti au pouvoir. Souvenez-vous du G11 ou du G20 en 2018. Une coalition de 20 partis politiques de l'opposition qui annonçait son soutien au candidat Paul Biya lors de l'élection présidentielle de 2018. Pendant que beaucoup y voyaient de l'opportunisme intéressé, le G20 se défendait en affirmant faire partie de la majorité présidentielle. Ces alliances stratégiques ont très souvent été utilisées pour affaiblir les adversaires politiques et garantir la continuité du régime en place. Dans certains cas, le parti au pouvoir, assimilé au gouvernement, a même coopté des membres de l'opposition au sein de ses propres rangs, affaiblissant ainsi le potentiel de résistance politique. D'autre part, le gouvernement a également adopté d'une position de méfiance à l'égard des alliances politico-électorales, en particulier lorsqu'elles menaçaient de remettre en cause son autorité ou sa légitimité. Dans ces cas, des mesures répressives ont parfois été prises pour étouffer les mouvements d'opposition et préserver le statu quo politique. Des arrestations jugées arbitraires, des intimidations et des restrictions sur la liberté d'expression ont été utilisées pour dissuader les dissidents et maintenir le contrôle sur le processus électoral. L'un des exemples les plus frappants de cette méfiance gouvernementale remonte aux élections présidentielles de 1992. À cette époque, l'opposition s'était rassemblée au sein de la coalition pour le changement, avec pour objectif de présenter un candidat unique contre le président en exercice, Paul Biya. Cependant, le gouvernement a réagi avec véhémence, utilisant une combinaison de manœuvres politiques et de répression pour affaiblir la coalition. Des candidats de l'opposition ont été arrêtés, des rassemblements politiques ont été interdits et la campagne électorale a été marquée par des irrégularités et des violences compromettant ainsi la crédibilité du processus électoral. Malgré ces défis, l'opposition camerounaise a persisté dans ses efforts pour former des alliances politiques et défier le régime en place. Des initiatives comme celle de 2004 ont tenté de surmonter les divisions internes et les pressions gouvernementales pour présenter une alternative crédible au pouvoir en place. Cependant, ces efforts ont souvent été entravés par les tactiques de déstabilisation du gouvernement et des divisions internes au sein de l'opposition elle-même. Merci Delphine Fonkoutene et Michael Tipkio. Retour sur ce plateau avec vous, Arlette. Je vais reprendre le propos de Michael. Eh bien, 2025, c'est demain. La sortie de Paul Ntanganji, vous la mettez sous le prisme de pragmatisme politique ou de méfiance stratégique? En réalité, c'est une stratégie déjà employée, qui a déjà été essayée. Et donc, ils peuvent appeler ça du pragmatisme, si cela les arrange bien. Mais ce sont des manœuvres malicieuses qui sont toujours tentées pour déstabiliser et amener l'opposition à douter. Et sachez-le très bien, nous sommes assez conscients
de cette réalité-là, et on ne va pas se laisser une fois de plus déstabiliser par cette tentative. Nous restons focus sur le travail qui reste à faire, et nous savons que c'est juste une excroissance d'une malgouvernance qui se perpétue depuis une quarantaine d'années. Donc on ne peut pas être surpris, on ne peut pas non plus vouloir trop tergiverser sur cette réflexion-là. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est d'amener et de faire comprendre aux citoyens camerounais que nous sommes en 2024, 2025, c'est l'année prochaine, et il va falloir que vous compreniez que le mandat présidentiel se termine, bien sûr, l'année prochaine. Il faudra que vous, les citoyens camerounais, vous vous leviez comme un seul homme pour dire stop à une quarantaine, à une cinquantaine, pourquoi pas à une transition de père à fils, comme certains semblent vouloir amener cela au Cameroun. Donc, les Camerounais doivent se lever. Ceux qui n'ont pas encore de carte d'électeur, c'est le moment pour vous d'aller prendre votre carte d'électeur, de vous inscrire sur les listes électorales, mais pas que. Une fois que vous êtes inscrit, restez concentré, focus, choisissez votre candidat et allez voter. Et une fois que vous avez voté, le travail sera maintenant de contrôler avec force et véhémence le choix que vous avez fait. Ok. Eh bien, 42 ans d'expérience. Le parti, vos adversaires politiques parlent d'ailleurs de force d'expérience acquise au bout de plusieurs participations aux échéances électorales. Ils ont acquis les avoirs, ils ont acquis de l'expérience, ils ont acquis également des savoirs. Ensemble, on est plus fort. Que faut-il pour l'opposition camerounaise à pouvoir parler d'une seule voix, à pouvoir débusquer la mastodonte RDPC qui semble plus structurée et mieux assise sur le territoire? Alors, je pense que c'est d'ailleurs le sens même de ma venue ce jour. C'est pour proposer, penser et dire aux Camerounais qu'aujourd'hui, les acteurs politiques camerounais de l'opposition ont pris conscience en réalité que cela fait 40 ans qu'on a une gestion, on a un État qui est pratiquement en délabrement. C'est un constat qui est un constat général. Nous avons un État qui est complètement délabré. On a des gestionnaires qui n'arrivent plus à répondre aux besoins des Camerounais. La gestion, vous vous rendez compte que simplement ramasser des ordures au Cameroun est devenu quelque chose d'une complexité jamais atteinte. On se rend compte que donner de simples CNI à des Camerounais, c'est quelque chose qui relève d'un fantasme. Donc, toute cette gestion-là démontre en suffisance que le régime est à bout de souffle. On n'y arrive plus. Il n'arrive plus à réaliser des choses qui pouvaient paraître simples. Mais nous avons aussi fait un autre constat, qui est celui de ce que les Camerounais qui nous écoutent aujourd'hui sont fatigués. Ils sont épuisés, ils ont une certaine méfiance à l'égard des acteurs politiques qu'ils trouvent aujourd'hui ne plus correspondre à leurs aspirations. Ils ne trouvent pas les solutions en eux. Mais il y a aussi un autre constat de ce que nous, les acteurs politiques, il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Nous avons des égos surdimensionnés qui aussi posent un problème qui est réel. Parce que le messianisme politique. Voilà, ça c'est une réalité camerounaise aujourd'hui où on a effectivement des messies annoncés. Mais ça, ce sont des constats qui malheureusement amènent les Camerounais à avoir de la méfiance à l'égard des acteurs politiques aujourd'hui. Et cela eux-mêmes, ils se regardent en champ de faïence. Exactement. Et ça fait des bonnes affaires pour le RDPC. En réalité, le constat que vous êtes en train de faire, que nous faisons ensemble, en réalité, c'est un constat auquel nous sommes arrivés et c'est un constat pour lequel nous avons décidé de prendre des mesures. Et l'une de ces mesures, c'est notamment la mise sur pied de l'Alliance pour la transition politique. Parce que nous pensons que la transition, c'est quoi, selon nous? Pour nous, la transition au Cameroun, c'est que nous sommes comme un train qui a déraillé. En réalité, tout est au sol. Il faut remettre le train sur les rails. Donc, la transition, pour nous, c'est justement cette étape-là de remettre le Cameroun qui a déraillé sur les rails. Parce qu'en l'état actuel, et c'est le constat que nous faisons, il est impossible pour n'importe quel acteur aujourd'hui de pouvoir redresser le Cameroun et d'avancer, de faire avancer les choses. Il faut aujourd'hui déjà mettre tout au sol et essayer de faire, et essayer après cela de faire avancer les choses. C'est pour ça que... Sauf que, Arlette, vous permettez que je mette une petite virgule. Allez-y.
dans l'optique de fédérer des partis politiques pour parler d'une seule voix, on observe encore sur le terrain des divisions en termes d'alliance. On a l'ATP, on a l'APC. Jusque-là, on n'est pas sorti de l'auberge. En réalité, si vous vous souvenez bien, en 2020, avec l'élection d'un ensemble d'acteurs politiques au niveau du Parlement, il y a eu une union qui s'est mise sur pied au Parlement. L'Union pour le changement parlementaire aujourd'hui, où on a fait appel à d'autres acteurs. Et cette union pour le changement avait une vision déjà, c'était de mettre ensemble les acteurs politiques pour la réforme constitutionnelle. Et bien sûr, au-delà de ce travail de réforme électorale plutôt, c'était beaucoup plus la réforme électorale, et la volonté justement de cette union, c'était justement de continuer un certain nombre de travail, et un travail de concert en réalité. Et il était permis à chaque acteur politique de faire des propositions aujourd'hui pour penser comment est-ce que ce travail de concert pouvait se faire. Et je crois aujourd'hui que nous avons deux propositions. La proposition du professeur Billet que nous partageons clairement et la proposition de l'honorable Nithieu. La réalité, c'est que ce sont des propositions qui tendent à s'unir. Nous avons une préférence pour l'Alliance pour la transition politique simplement parce que c'est un cadre de concertation où ce n'est pas un cadre d'adhésion, mais c'est un cadre de concertation où chaque acteur peut y ajouter des éléments et peut penser le Cameroun de demain. Et il y a un autre acteur politique de la scène, Titus Edzoa, qui se propose conduire un autre mouvement au Cameroun sur quelques années pour préparer un changement des forces vives. Et on sait que cette piste-là demande qu'on arrive à une révolution civile ou à un coup d'État. La position du PCRN par rapport à ça? Alors, j'avoue que je découvre effectivement cette position de Titus Edzoa, mais selon ce que je sais, c'est qu'il a aussi été contacté comme beaucoup d'autres acteurs, parce que l'Alliance pour la transition politique a contacté un certain nombre d'acteurs politiques camerounais, mais pas que, parce que cette alliance-là vise les politiques. Mais on se rend bien compte que les politiques ne peuvent pas seuls apporter les solutions. Nous avons aussi contacté, nous allons faire ce travail-là, continuer à contacter les acteurs des syndicats, les acteurs religieux et tous les acteurs de la société civile aujourd'hui pour se retrouver ensemble. Donc, c'est dans cette logique-là que l'Alliance pour la transition politique et que le PCRN travaille aujourd'hui. C'est créer, comme je l'ai dit tantôt, un cadre de concertation où nous appelons, même les Camerounais qui sont là, vous êtes appelés, mais tous les Camerounais qui nous écoutent aussi sont appelés pour que nous pensions le Cameroun de demain. Parce que nous pensons que la transition que nous proposons va être la solution. Elle est la solution en quoi? Parce que nous pensons que la solution ne sera pas forcément d'un messie qui viendra, d'un acteur politique messianique qui viendra changer les choses. Non, on pense que la solution peut venir de la société civile, des syndicats, du monde religieux, mais d'une personne que nous allons certainement choisir et qui va porter la transition au moins sur 3 ans. Et cela va permettre de redresser le bateau Cameroun et va permettre à ce que nous ayons, par exemple, un scrutin électoral plus sain. Parce que la réalité, c'est celle-là, c'est qu'au Cameroun, il est difficile d'avoir un scrutin électoral de qualité. Merci beaucoup. Vous militez pour l'alternance à la tête de l'État? Nous militons bien sûr pour l'alternance à la tête de l'État, mais nous militons surtout pour la transformation de notre pays. Parce que vous êtes tous conscients qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez... Il faut un homme nouveau et un nouveau système pour arriver il faut reconstruire le Cameroun. Pour arriver à des résultats que vous escomptez. Il faut reconstruire le Cameroun. Et pour reconstruire, il faut que nous, les Camerounais, nous qui avons baissé les bras, parce que c'est la réalité aujourd'hui, c'est que les citoyens, la plupart du temps, ont baissé les bras. Mais vous savez que... les modes de gestion aujourd'hui modernes intègrent la gestion participative, c'est-à-dire que le citoyen contribue à la construction de son pays. Et c'est là la démarche que nous avons à l'Alliance pour la transition, c'est d'appeler les citoyens camerounais, les acteurs de la société civile, les acteurs religieux et les acteurs politiques, mais surtout également la diaspora qui nous a déjà démontré qu'elle est capable aujourd'hui de se mobiliser. Nous appelons tous ces acteurs-là pour la construction du Cameroun. On ne peut pas être dans un pays où on n'arrive pas à faire des CNI et on a des Camerounais qui fabriquent des CNI en Allemagne. Ce sont des compétences qu'il faut aujourd'hui appeler et qu'il faut aujourd'hui
aujourd'hui mettre dans un cadre et repenser le Cameroun. Donc, nous mettons le Cameroun à plat, mais nous avons une vision encore plus grande du Cameroun. C'est entendu. 2025, c'est demain. Sans oublier les parlementaires et les municipales qui nous attendent dans quelques mois seulement. Eh bien, il y a quelques jours, les employés de la SICAM ont manifesté leur ras-le-bol. Ça fait plus d'1 an qu'ils travaillent et n'ont pas de salaire. La SICAM, la cotonnière industrielle du Cameroun, est une entreprise de l'État à capitaux publics. Je l'ai dit d'entame, c'était l'un des fleurons de l'économie camerounaise. Et dans le même temps, il y a une ONG qui déclare le Cameroun dans le top 10 des pays les plus heureux d'Afrique. Le critère de classement porte sur l'état mental des populations, la santé mentale. Reportage, on revient derrière. La mine crispée, pancarte à main, les employés de la SICAM basée à Douala, ce jeudi matin crient leur ras-le-bol. Devant le siège de Ndokoti, ils sont venus réclamer plus d'1 an de salaire impayé. Je suis déplacé avec une béquille à main parce que ça ne va pas. Depuis 1 an, on n'a pas de salaire. Mais nous venons quand même au travail tous les jours. Hein? On nous a promis, toujours les promesses. On ne voit même pas le directeur, nous on ne connaît même pas là où il est. On a faim, on est mort, on est divorcé, nos enfants meurent. Vraiment, quand vous dites à votre bailleur que vous n'avez pas d'argent, il vous dit, il a vu le 8 mars sortir, et le 8 mars coûte 10 000. Nous n'avons même pas un radis. Une manifestation au bout de plusieurs réunions infructueuses tenues entre le top management de SICAM et les délégués du personnel. Tout le monde est au courant de nos problèmes. Nous avons adressé des correspondances à la présidence, au gouverneur par 2 fois, à l'inspection du travail, sans suite. Ce matin, dont les employés d'un seul pied se sont levés, se sont habillés en noir pour venir exprimer leur désarroi. Donc, ce moment du passé, on a ras-le-bol et on est fatigué de toutes les promesses qui suivaient. La présence de l'autorité administrative sur le terrain n'a pas suffi pour dissuader les grévistes déterminés à exprimer leur mécontentement. La pandémie de Covid a fait que la structure ne marche pas comme d'habitude. Et une entreprise qui ne produit pas naturellement ne peut pas disposer de quoi vendre et faire entrer les fonds. Mais l'État est au courant de cette affaire et les mesures sont en train d'être prises. On veut juste le salaire, l'argent. Notons que la direction de l'entreprise n'a pas voulu nous rencontrer sur la question. Cette greffe des salariés de la cotonnière industrielle du Cameroun vient s'ajouter aux nombreuses difficultés qui touchent la SICAM depuis quelques années. Le Cameroun, parmi les pays les plus heureux d'Afrique et du monde, pilule difficile à avaler pour plus de 95% de personnes interrogées à Douala. Le contexte politique et économique amplifierait des frustrations. Je ne suis pas d'accord avec cet avis parce qu'aujourd'hui, l'effort économique au Cameroun bat une situation qui demeure dans un grand questionnement. Avoir des dirigeants pendant près de 42 ans sous les mêmes regards, je ne crois pas que ça peut développer le mental des Camerounais. Les Camerounais sont terriblement traumatisés. Et la joie de vivre, je ne sais pas de quoi on parle. Quand tu te balades, tu n'as pas besoin de faire 5 pas pour voir que les Camerounais ne sont pas bien dans l'état d'esprit. La jeunesse s'est délaissée à elle-même. Plus rien ne marche, aucun programme par rapport à la jeunesse. Pour d'autres, la position est plus relativisée et empreinte d'espoir. Il faut se donner cette joie-là, être mentalement stable et équilibré, sinon la vie n'a pas un sens pour toi. Un jour, la situation va s'améliorer au Cameroun. Selon l'ONG américaine Sapien Labs, les données proviennent de 500 000 personnes interrogées à travers 71 pays dans le monde. Le trio de tête en Afrique est constitué de la Tanzanie, du Nigeria et du Mozambique. Ils totalisent le meilleur quotient de santé mentale. Il se dégage de ce rapport que des citoyens des pays en développement semblent plus heureux que ceux des pays riches et en paix. Eh bien, on va nous
intéresser d'abord au cas de la SICAM, les employés de la cotonnière industrielle du Cameroun qui expriment leur malaise. Ça fait plusieurs mois, plus d'un an, ils n'ont pas de salaire. On l'a connu avec une autre entreprise à capitaux publics, le chantier naval. Vous, au PCAN, quand vous regardez cette atmosphère, vous vous dites, c'est la Covid-19, le Cameroun a dû faire face à plusieurs plans d'ajustement structurel. On ne pouvait pas faire mieux que ça. Bien sûr, on peut toujours mieux faire, mais vous savez qu'aujourd'hui, l'industrie du textile dans sa globalité au Cameroun connaît des problèmes énormes, que ce soit la SICAM qui est aujourd'hui mise en avant. Mais il faut savoir que les problèmes de la SICAM ne datent pas de la Covid, déjà bien avant 2021. On parlait déjà des problèmes à la SICAM, de la structuration, de l'état de vétusté du matériel, qui ne permettait pas justement à la SICAM de fonctionner à 100% de ses capacités. Lorsque vous avez une entreprise industrielle qui ne peut pas fonctionner à 100% de ses capacités et qui a une énorme concurrence. Et c'est justement ça qui est assez drôle, parce que vous voyez souvent l'État nous parle aujourd'hui de l'import-substitution, mais les politiques publiques qui permettent à ce que nous puissions importer des textiles qui viennent du Nigeria, de la Chine aujourd'hui, qui viennent concurrencer maximalement les produits issus de la SICAM, ne permet pas justement à cette entreprise-là d'évoluer. Mais je pense que le problème est plus global que cela. C'est vraiment l'état de l'industrialisation au Cameroun et tous les programmes qui sont mis en œuvre pour favoriser notre industrialisation sont en train de tomber, en fait, parce qu'on a cette incapacité-là à créer de la richesse. Et quand vous ne créez pas de la richesse, vous passez le temps juste, vous servez juste des industries qui ont été créées par un ancien président. Au bout d'un certain temps, il faut renouveler les infrastructures. Si vous n'avez pas fait les économies qu'il fallait, eh bien, vous allez vous retrouver à faire simplement du redressement. Alors, ce qui va se passer à la SICAM, c'est que l'État, une fois de plus, va injecter des fonds pour permettre pour noyer le poisson en réalité. Mais on ne va pas résorber le problème dans son entièreté. Ok, le bureau de mise à niveau, dans une étude menée, a déclaré qu'il fallait un peu plus de 48 milliards de francs CFA pour ressusciter la SICAM qui est à bout de souffle. Et on rappelle que l'Assaut des Cotons exporte l'essentiel de sa production dans un pays de l'Afrique, de l'Asie, le Bangladesh notamment. Dans le même temps, le Cameroun se porte bien selon le classement de cette ONG américaine. Au Cameroun, on est parmi les plus heureux. C'est le 8e classement sur le continent africain. Comment vous avez réagi à cela? Le critère, c'est la santé mentale, l'état mental des Camerounais. Cette précision est très importante parce qu'on se rend bien compte que parfois, c'est les pauvres qui sont souvent les plus heureux et les plus joyeux. C'est peut-être ce qui puisse expliquer aujourd'hui que nous soyons les mieux classés, parce qu'effectivement, pour le mental camerounais, il faut avouer qu'on a le fighting spirit qui fait la différence partout. Même lorsqu'on est au fond du trou, on trouve toujours la petite chose qui va nous remonter le moral. Lorsque un gars nous se fait battre, on se dit non, en fait, on ne peut pas battre un Camerounais, certainement qu'on l'avait drogué, parce qu'on ne peut pas dompter un lion. En fait, ça fait partie de la protection et de notre résilience naturelle que nous avons su construire face aux difficultés que nous rencontrons. On se dit, si on réussit au moins à avoir le souffle de vie, remercions le Tout-Puissant pour ce souffle de vie et continuons à avancer. Dans ce cadre de santé mentale, oui, effectivement, les Camerounais ont cette force-là. On le remarque très bien sur notre présence sur les réseaux sociaux. On est très présent sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qu'on montre au reste du monde? C'est que le continent est là, en fait. On préfère parfois en rire. Exactement. Rire de nos difficultés. On a des difficultés d'accéder à de l'eau courante. On a le deuxième potentiel hydraulique d'Afrique. On a des difficultés à avoir le courant électrique dans nos ménages. Vous recevez les agents d'Eneo qui vous surprennent avec des avis de coupure, avec pénalité, sans qu'au préalable vous ayez eu des factures. Et on vous dit, on a oublié de vous donner la facture de ce côté-ci. Donc, mauvaise qualité de service, mais vous payez quand même, vous subissez. C'est un paradoxe. C'est le malheur des entreprises parapubliques. Alors, nous allons évoluer. On parle d'un peu plus de 1500 agents de l'État qui émargent dans le fichier de l'État, qui émargent dans le budget de l'État. Ils ne travaillent pas. C'est
un nouveau comptage qui vient d'être rendu public par le ministère de la fonction publique. Au Cameroun, on s'y intéresse à travers ce reportage que nous propose Junior Roussin. 7622 fonctionnaires agents de l'État absents de leur poste au Cameroun à ce jour. La première explication peut être manque de contrôle. Le SMIC du personnel de l'État relevant du Code du travail est encore à 41 000. Ce n'est pas du tout attractif. Les gens n'auront pas envie de continuer de travailler dans ces conditions-là. Donc, naturellement, ils vont démissionner pour aller chercher un Eldorado ailleurs. Ce chiffre, révélé au cours de la réunion de coordination spéciale portant sur la phase contentieuse du comptage physique des personnels de l'État, inquiète des observateurs du monde du travail et de la scène économique. Ce genre de comportement peut expliquer le non-atteinte des objectifs énoncés depuis longtemps de la croissance à des chiffres qu'on n'a jamais atteint pendant les 20 dernières années. Cette information donnée par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, pousse les défenseurs des droits des consommateurs à exiger de l'eau de sanction à l'encontre de ces fonctionnaires absentéistes. Nous prenons acte et nous demandons au ministre d'aller plus loin. Il faut suspendre les salaires de ces fonctionnaires absentéistes parce que leur absence cause des préjudices énormes aux usagers. Le fait de toucher de l'argent sans avoir travaillé, auquel beaucoup de citoyens s'y prennent là, c'est assimilable au détournement, un détournement de deniers publics qui ne saurait être toléré davantage. Au regard de cet état de fait, marqué par la vie chère au Cameroun, la situation va s'aggraver selon les économistes. Ces derniers recommandent à l'État du Cameroun d'encourager les recrutements dans le secteur privé en offrant des conditions plus enviables aux créateurs d'emplois. L'État doit par ailleurs éviter des recrutements inutiles au sein de la fonction publique et doit punir sévèrement les agents véreux. Eh bien, Alec Poupa, de votre point de vue, qu'est-ce qui peut expliquer la montée en puissance de ce phénomène d'absentéisme à la fonction publique camerounaise? Alors, le phénomène de l'absentéisme, je voudrais savoir si c'est les agents qui ne viennent pas au travail, mais qui perçoivent quand même leur salaire. Je suis persuadée que ce sont quand même des fonctionnaires qui réussissent à prendre leur salaire, même s'ils ne travaillent pas. Mais en réalité, Monique, c'est simplement du banditisme que ces gens ont organisé depuis pratiquement une quarantaine d'années et qui restent conscients. Et ce ne sont que des pourritures que cela crée en réalité. Quand vous avez mis un état de non-droit, vous favorisez justement à ce que vos agents publics se permettent de faire ce qu'ils veulent. Vous vous rendez compte aujourd'hui qu'on nous a annoncé qu'on devait réguler ce secteur des puits avec notamment la venue de CIGIPES. On a eu CIGIPES 1, on a eu CIGIPES 2. Mais jusqu'à présent, ils sont incapables de nous dire le nombre de fonctionnaires exacts. C'est chacun qui nous envoie des chiffres et on n'est pas certain des chiffres exacts des fonctionnaires. C'est parce qu'effectivement, le contrôle même des politiques publiques de nos agents publics sont, je vais dire que c'est à la limite de l'acceptable. C'est du vol organisé. Et ça fait du mal au budget de l'État. Ce sera votre mot de fin pour cette émission La Rétro. Nous sommes très heureux de vous avoir reçu, Arlette. Merci Monique de m'avoir invité. J'espère que j'aurai encore l'occasion de très vite vous venir. Reviendrez. Et je sortirai simplement en disant aux Camerounais, on ne va pas changer le Cameroun en restant boire au bar. Le bar c'est bien, mais il faut sortir aujourd'hui. Inscrivez-vous sur les listes électorales. Le moment venu, n'hésitez pas à voter et faisons tout pour changer le Cameroun. Merci beaucoup. Le deuxième invité, c'est le chef service météo de la région du littoral, Serge Pelé-Onana. Nous le recevons dans le cadre de la journée mondiale de la météo qui se célèbre dans quelques jours. Mais avant cela, il y a le retour des pluies. On observe des changements climatiques qui impactent le quotidien des Camerounais. Nous en parlons dans quelques instants. Le Cameroun, de concert avec la communauté internationale, célébrera le 23 mars prochain la journée internationale de la météo. On parle de météorologie mondiale. Nous allons en parler sur ce plateau avec le chef service météo de la région du littoral, Serge Pelé-Onana. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monique Naossi, merci. C'est un plaisir de te retrouver et de retrouver nos fidèles téléspectateurs de Canal 2. Dans le cadre de la rétro, très suivie,
Je suis d'ailleurs l'un des téléspectateurs très fidèles au programme qui nous permet d'avoir en synthèse l'actualité de la semaine. Il fait très chaud à Douala, plus que d'habitude. Vos services météo, comment vous expliquez ça? Eh bien, ce sont des chaleurs qui ont été annoncées par nos services, comme vous le savez. Le ministre des Transports souhaite que l'information météorologique soit à la portée de tous. Et nous faisons des efforts pour rendre cette information accessible, à la fois par les médias classiques, mais aussi par nos plateformes digitales, disponibles en temps réel. Et puis, nous prenons le soin d'indiquer aux populations et aux opérateurs économiques les bonnes pratiques qu'il faille adopter pour y faire face de manière à minimiser les dégâts. Voilà. Et quand on parle de changement climatique, nous allons aller au fait. Les impacts, on les vit déjà dans l'arrière-pays, précisément dans le département du Nkam, où les bêtes, le pâturage se raréfie de plus en plus et donc les bergers sont obligés de voir leurs troupeaux se diriger vers des plantations où il y a des cultures vivrières. Les populations s'en plaignent parce que dans quelques jours, dans les mois à venir, il y aura des problèmes de famine de ce côté-là. Reportage de Junior Roussin. Demain, je viens ici au champ. Je trouve encore les bêtes là, je vais les tuer. Je les tue avec la matiette. Et là, les bergers là vont me mettre en prison. Ils sont très en colère, agriculteurs des différents villages de la vallée du Nkam dans l'arrondissement de Yabassi. Depuis plusieurs semaines, des plantations ont connu des dégâts causés par l'arrivée de plus de 5000 bœufs non identifiés. De nombreuses plantations sont totalement détruites. Les populations appellent à l'aide. Dernièrement, on m'a détruit mon champ de pastèque. Pas à pas, brouter toute la pastèque. La pastèque qui devait m'aider à la survie de mes enfants et mes petits-enfants qui sont en vie, qui pleurent. Et normalement, je me plains, je me demande comment m'en sortir. Si l'État peut vraiment avoir vraiment une procédure pour ça, parce que nous n'avons pas venu. Voilà à peu près 3 mois de décembre, janvier, février, que nous vivons cette situation. Ces bêtes viennent de plusieurs régions, selon des informations reçues sur le terrain, cause de la lourde saison sèche. Nous, dans la vallée, ça va un moment où c'est dur pour nous. Nous ne parvenons pas à survivre parce que ces bœufs nous broutent nuit et jour. J'ai le moment où je passe toute une nuit blanche, je ne dors pas. Pour veiller, je marche dans tous les bords de nos champs pour les chasser de temps en temps. Et jusque-là, ils sont persistants. Les agriculteurs n'en peuvent plus. Plusieurs correspondances ont été déposées auprès des autorités administratives, mais jusqu'ici, rien n'a été fait. Le reportage de Junior Roussin sur les images de notre correspondant David Njonté dans le département du Nkam. Eh bien, nous vivons en direct, de façon pratique, les effets du changement climatique. Et pour la journée mondiale de la météorologie, le thème est en première ligne de l'action climatique. Alors, que vous inspire ce thème et quelles sont les actions qui sont prévues à la délégation régionale des transports pour le littoral? Oui, Madame Naoussi, le thème, comme vous l'avez remarqué, a un terme particulier, en première ligne de l'action. Et donc, c'est le sens que nous voulons donner à cette journée météorologique mondiale. Nous voulons passer plus que jamais à l'action, ou si vous voulez, intensifier les activités et les actions qui visent à protéger les personnes et les biens face au dérèglement climatique et ses conséquences de plus en plus perceptibles. Tout à l'heure dans le reportage, je me suis rendu compte que les populations ou alors les éleveurs de cette localité ont certainement besoin de notre bulletin spécial élevage parce qu'on a un bulletin d'assistance météorologique à l'élevage parce que c'est un secteur tributaire du temps et du climat. Vous voyez bien qu'en saison sèche, il y a un souci d'approvisionnement du bétail, il y a un souci de pluviométrie. Oui. Et ce bulletin vise justement à donner aux acteurs de ce secteur d'activité le temps qu'il fera ou alors qu'il est susceptible de faire et les dispositions pratiques qu'il faille prendre
pour sauver leur bétail et pour sauver leur secteur d'activité. Pour ce qui est des activités qui sont retenues dans le cadre de cette journée mondiale de la météorologie, nous aurons une descente à Idéa, justement, puisqu'il s'agit d'action. Nous allons nous rapprocher d'une des plantations de la Sotapal, Société camerounaise de Palmeraie, qui est aussi un secteur victime du changement climatique. Nous allons aller toucher du bout du doigt la réalité de ce secteur d'activité. Nous allons visiter Alucam, qui est un gros opérateur sur le plan de notre économie et qui subit aussi à sa manière le changement climatique, parce que n'oubliez pas que c'est un grand consommateur d'énergie. Et l'énergie aujourd'hui, c'est la chose la moins partagée dans notre société. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que c'est la pluie qui alimente nos barrages hydroélectriques. Je vous serais gré de ne pas citer les entreprises nommément, sinon sans publicité, ne vous laissera pas passer. Voilà, sans publicité, c'était pour montrer la volonté justement d'aller droit à l'action, d'intensifier le côté pratique, parce que la théorie sans la pratique est vide. Et puis nous allons ensuite organiser une conférence de débat qui aura lieu le vendredi 22 mars à 2024 à la salle de conférence du Centre d'application et de prévision climatologique de l'Afrique centrale, où nous aurons toutes les parties prenantes réunies autour d'une table, parce que nous voulons que tous les secteurs, et c'est l'autre particularité de cette journée internationale de la météorologie, c'est de donner la voix, comme vous l'avez fait dans le reportage tout à l'heure, aux personnes et aux activités vulnérables du changement climatique. Voilà, Serge Pelé-Onana, ça semble très beau, vous annoncez des très belles choses, mais le commun des mortels qui subit le changement climatique, qui subit les inondations, qui subit les hautes températures, il fait de plus en plus chaud, a envie de savoir ce que vous faites au quotidien pour protéger et les activités et les personnes exposées à ce changement climatique. Eh bien, comme je vous l'ai dit, nous travaillons déjà dans la prévention, parce que c'est notre secteur de base. Nous sommes là pour alerter. Le météorologue, c'est le gardien de nuit, Madame Naoussi, qui est éveillé pendant que vous dormez et qui sonne l'alerte pour vous dire attention, les prévisions que nous avons techniquement ne rassurent pas pour les jours à venir ou pour les mois à venir. Êtes-vous écouté? Avez-vous le sentiment d'être écouté? Naturellement, nous avons le sentiment d'être écoutés, sauf qu'on peut aller au-delà, n'est-ce pas? Je vous rappelle par exemple que la catastrophe de Bankolo à Yaoundé avait été précédée d'un communiqué du ministre de l'Habitat et du Développement urbain, n'est-ce pas, qui avait annoncé, d'après les données de la météorologie, qu'on allait arriver à des risques importants, devait avoir des catastrophes éventuelles si des dispositions pratiques, par exemple de libération des zones à risque, de discipline des populations n'étaient pas mises en place. On s'est rendu compte que manifestement, ça n'a pas eu écho auprès des populations qui sont restées dans cette zone dangereuse et l'irréparable s'est produit. On a eu le même cas avec l'annonce du préfet du département du Vouri, le 3 juin dernier, où il avait annoncé, d'après les prévisions mises à sa disposition par nos services techniques, qu'il fallait, n'est-ce pas, pour les populations, quitter les zones à risque et se mettre à l'abri. Rien ne s'est passé. On a vu l'effondrement de l'immeuble du côté de Mobile Guinness, en Aubon, avec les morts qui s'en ont suivi. Donc, des dizaines, voilà. Donc, ces informations sont écoutées et des actions de sensibilisation sont données à l'endroit des populations vulnérables, quitte à elles maintenant, parce que Madame Naoussi, il s'agit d'une affaire de tous. Les populations elles-mêmes ont le devoir de se discipliner, de respecter les règles d'urbanisme, de ne pas s'implanter dans des zones dangereuses, parce qu'il y va de leur vie, et la vie n'a pas de prix. Donc, nous invitons ces populations plus que jamais à comprendre que la première règle de sécurité et de protection, c'est la discipline et le respect, n'est-ce pas, des textes en vigueur. Au regard de l'étendue de ce que vous avez à faire, de la protection des populations, les actions ne peuvent pas être isolées et menées seulement par vos services. Mais comment est-ce que vous harmonisez, ou alors comment vous pensez harmoniser vos interventions pour que toutes les parties prenantes ou toute la société puisse s'imbriquer et jouer le rôle? Le changement climatique, c'est une affaire qui incombe à tout le monde. À tout le monde. Absolument. Et impacte la vie de tout le monde. Absolument, Madame Naoussi. N'oubliez pas que le chef de l'État l'avait dit, à menace globale, riposte globale. On ne peut pas, la météo ne peut pas être la seule à
aider les populations et à préserver les vies dans ce contexte de menaces climatiques, chacun a sa partition à jouer. Voilà pourquoi dans le cadre de la conférence débat que nous organisons, toutes les parties, en tout cas le maximum de structures concernées par la problématique du climat sont conviées et on va des secteurs de la protection civile, de la santé, de l'élevage et de l'agriculture, des transports, du tourisme, des services d'urbanisme, parce qu'on estime que en parlant d'une seule voix, n'est-ce pas, et en étant au même niveau d'information, nous serons plus efficaces sur le terrain. Et nous avons, dans le cadre de notre politique de proximité, nous avons mis en place dans chaque service régional de notre pays et dans chaque service départemental et même les services communaux, des points focaux, n'est-ce pas, de la météorologie qui visent à assister les autorités, les décideurs, dans l'information météorologique, mais aussi dans les mesures pratiques à mener sur le terrain pour protéger les personnes et les biens. Vous faites bien de parler des décideurs. J'ai envie de vous demander, Serge Pelé-Onana, avez-vous le sentiment d'être écouté par ces décideurs-là? Parce qu'on parle de plus en plus de l'importance de la mangrove dans la protection de la biodiversité, dans la protection de l'environnement. Mais vous observez dans la ville de Douala des hectares de mangroves à perte de vue qui sont vendues, qui sont détruites pour des constructions, et on sait combien les parties littorales, ou alors les mangroves jouent un rôle déterminant dans la partie littorale, tant pour la préservation de la vie, de l'écosystème sous-marin, ainsi que de la vie humaine et des activités économiques. Écoutez, parce que ça semble contraster avec la réalité. C'est-à-dire que vous menez des actions, mais sur le terrain, on a l'impression que les décideurs ne prennent pas en compte à 100% les alertes. Oui, la destruction des mangroves et autres aspects de notre nature qui régulent le climat est une faute qui est sanctionnée par la réglementation. Nous n'avons pas la compétence dans ce domaine-là. Il revient au ministère de l'Environnement, de la protection de la nature et du développement rural d'encadrer ce type d'activité qui expose les contrevenants à des sanctions pénales. Il est évident que dans un contexte de changement climatique, nous devons aller vers des économies vertes. Ça veut dire quoi? Protéger nos forêts, protéger nos mangroves, protéger nos cours d'eau, n'est-ce pas? Et la meilleure manière de le faire aujourd'hui, c'est de se rappeler que toutes les dispositions sont mises aujourd'hui par l'État à travers sa politique volontariste de protection de l'environnement pour sanctionner sévèrement les personnes qui sont acteurs de cette destruction de la nature. Et il faut se dire que si nous n'allons pas vers le civisme, si nous ne nous responsabilisons pas, en se souvenant que l'environnement est notre patrimoine le plus cher. Souvenez-vous, Madame, là aussi, que nous respirons l'air. C'est cet air qui nous permet d'être en bonne santé. Si nous n'avons pas une air de qualité, parce que nous polluons notre environnement, nous détruisons notre environnement, bienvenue les maladies, bienvenue le cancer, bienvenue tout ce que vous connaissez, la baisse de l'espérance de vie. Il faut en tenir compte et faire preuve de responsabilité. Alors, pour sortir, Serge Pelé-Onana, où trouver la bonne information météorologique, climatologique pour le bonheur de nos téléspectateurs qui nous regardent? Eh bien, au-delà de nos canaux traditionnels, que je ne vais pas citer pour ne pas faire de publicité, nous avons notre plateforme numérique sur le web, direction de la météorologie nationale. Nous sommes également disponibles sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube. Et nous avons également, sous la houlette du ministre Jean-Ernest Massé-Nangalé-Bibé, obtenu au niveau de la direction de la météorologie nationale un studio, n'est-ce pas, de production numérique qui permet aujourd'hui à la direction de la météorologie nationale de produire elle-même, n'est-ce pas, ses prévisions météorologiques et les rendre publiques auprès des cibles les plus vulnérables, mais surtout auprès des décideurs aussi, qui doivent garantir la sécurité des personnes et des biens et promouvoir le développement de notre pays. Merci beaucoup Serge Pelé-Onana. Je rappelle, vous êtes le chef service météo de la région du littoral. Vous intervenez dans le cadre de la Journée mondiale de la météorologie qui va se célébrer dans quelques jours seulement. Il y a la problématique
de l'adaptation au changement climatique. Il faut se développer, mais en même temps, il faut protéger notre climat. Merci d'être venu. Je vous en prie. Chers téléspectateurs, nous sommes, comme tous les dimanches, très heureux de vous avoir permis de revivre les temps forts de l'actualité de la semaine. Ce programme est rediffusé lundi à partir de 9h. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain à la même heure avec le même bonheur. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.